السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سليم بن عبد الرحمن، صحفي هنا بمدينة أورليون، ونشاهد بالقرية القرون الوسطى هنا بالمدينة، ونشاهد بالتاريخ، تاريخ جميل وعظيم ومع كثير مع الممثلين هنا. تابعوننا وشكرا. مشاهدينا الكرام، نحن هنا في المهرجان القرون الوسطى هنا في قلب أورليون، وتشاهد بعملية طيبة ونتعلم كيف نعمل بهذا الفن الطيب والجميل، ونذكر لكم على وقت جميل جدا. شكرا. نحن مع Gaëtan. Gaëtan, bonjour. Bonjour. Donc, explique-nous un petit peu cet art exceptionnel. Ok, alors moi ce que je fais, ce sont les arts martiaux historiques européens. C'est une discipline assez vaste et le but c'est de retrouver et d'étudier les techniques qui ont été pratiquées en Europe. Donc le but du jeu, c'est pas de réinventer l'épée, c'est pas de faire une escrime moderne, c'est à partir de sources archéologiques découvrir comment est-ce que ces objets ont été utilisés. Donc dans mon cadre personnel, ce que je peux te présenter, ce sont les techniques qui viennent de Fiore del Liberi, qui est un maître d'armes italien de la fin du XIVe siècle, début XVe siècle. D'accord, exceptionnel, oui, complètement. Voilà. Donc par exemple, la première technique que je peux te montrer, la première technique que te présente Fiore, tu vas mettre ton pied droit devant, tu vas reculer un petit peu s'il te plaît, voilà, et tu vas mettre ta pointe en avant comme ça. Voilà, et tu vas décaler tes mains un peu ici. Voilà. Donc, par exemple, la première technique, la première situation dans Fiore, c'est que faire lorsque je suis croisé à la pointe. Donc à partir de cette situation, Fiore a écrit dans son livre où je peux donner un tour à l'épée pour frapper pour tes bras ou pour ta tête, ou alors je peux donner un estoc dans ton visage tel qu'il a été dépeint. Parce que dans son manuscrit, il y a des jolies illustrations. Le problème, c'est que Fiore n'explique pas les techniques beaucoup plus que ça, et à partir de son texte, on est obligé d'interpréter. Par exemple, si je fais juste un estoc directement dans ton visage, je vais te demander quelque chose d'important, c'est de ne pas bouger. D'accord. Hop. Donc si je suis ici et que je fais directement un estoc dans ton visage, le problème, c'est que tu vas mourir, mais mon problème à moi, c'est que je vais mourir aussi. Donc j'ai besoin d'ajouter quelque chose vis-à-vis du texte. Par exemple, un déplacement. Donc si je suis ici, mais que je commence à me déplacer sur le côté pour faire ce qu'on appelle une sortie de ligne, hop, on se rend compte que ta pointe, elle est dirigée vers le vide, que ton épée ne te protège plus, et que je peux faire le geste en étant en sécurité. Donc ça, ce serait une interprétation possible de la technique qui est expliquée dans le livre. Une deuxième interprétation, ça pourrait être, on va tendre les bras un peu plus, non, recule, c'est bien. Ça pourrait être, je vais monter l'épée, je vais gagner une force mécanique. Donc là, c'est pas la force de mes bras. Là, si j'appuie sur ton arme, on est à force égale. Si je vais là, je vais gagner une force mécanique et un effet de levier sur toi. Exactement. Donc moi, je suis très feignant et j'utilise une force mécanique plutôt que musculaire. Et du coup, je peux appuyer là et j'ai écarté ta pointe. Et tu as beaucoup plus de et force. je vais pouvoir t'abattre. Et je n'ai fait absolument aucun effort. Par exemple, si je suis ici et que tu essaies de me résister, appuie un petit peu sur ton épée. Moi, je fais rien. Vas-y, appuie, mais des forces. Non, mais fais au moins semblant, je veux dire. Très drôle. Et là, il se passe absolument rien. J'ai besoin de faire aucun effort. Si je suis ici et qu'on fait la même chose. Là, tout de suite, on va. Et là, tout de suite, là, on va être vraiment, et on va voir que tu as des plus gros muscles que moi. Parce que comme tu vois, vu que tu as appuyé, et que j'ai du mal à résister, a priori, tu as plus de force que moi. Ok. Donc ça, c'est par exemple la première technique qui est présentée. Dans le texte, il est aussi dit, ou alors je fais un tour à l'épée, je frappe pour tes bras ou pour ta tête. Donc on va remettre la pointe devant. Petite question technique, ce texte, ce livre qu'il a fait, il fait référence, c'est un ouvrage référence? Alors Fiore del Liberi, ça fait partie des maîtres d'armes qui nous sont des manuscrits des maîtres d'armes qui nous sont parvenus jusqu'à nous. Donc ça fait partie des maîtres d'armes qui sont le plus étudiés dans le cadre des MHE
Dans le cadre de l'épée à deux mains, l'un des autres grands noms, ce serait Lichtenauer, qui est un maître d'armes allemand. Ok, d'accord. C'est un exemple de maître d'armes qui est parvenu jusqu'à nous. D'accord, la même période à peu près les deux? Oui, à peu près la même période, il me semble. D'accord. Ce qui caractérise Fiore dei Liberi, c'est que son manuscrit est relativement facile à lire. Il est illustré, avec des illustrations qui présentent le geste à des moments précis et importants. C'est pas les illustrations les plus jolies du monde, c'est pas les plus détaillées, mais elles illustrent un point du geste clair. Ok. Et le dernier détail, c'est que Fiore dei Liberi, il n'est pas là pour faire du sport. Fiore dei Liberi, dans son texte, est explicite. On est sur des questions de vie et de mort. Voilà, donc ça, c'est un exemple du texte. Donc là, vous pouvez voir les illustrations d'époque. Là, vous avez le texte d'origine qui est en vénitien du XIVe siècle. Et là, vous avez une traduction en française. D'accord. Les dessins sont très bien faits. Donc, si on va vraiment tout le travail, ça serait à partir de la source historique, apprendre l'italien du XIVe siècle, faire une traduction, et après se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je vois. Heureusement pour moi, il y a des gens qui ont fait ce travail-là. Moi, j'ai juste à lire la traduction. Oui, mais quand même. Voilà. Mais du coup, il faut garder en tête qu'il n'y a pas eu de transmission continue du savoir. Ce que je montre, c'est pas la vérité, c'est ce que moi, j'ai compris du texte et que ça semble à peu près marcher. Sachant que c'est pas parce que quelqu'un l'a écrit au XIVe siècle que c'est vrai. On a des œuvres des maîtres d'armes, des livres qui nous sont parvenus, parfois on les regarde, et où on les a vraiment pas compris, ou ce qui nous est parvenu est vraiment très mauvais. C'est aussi une possibilité. Nous, notre but, c'est, qu'est-ce qu'il explique? On essaye de le comprendre, on regarde si ça marche, et si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, est-ce que c'est nous qui avons rien compris? Ou est-ce que le maître d'armes ou le manuscrit qui est parvenu jusqu'à nous est pas si bon que ça? Ok. C'est une question aussi d'époque et de style moderne, non? L'époque, elle influence beaucoup. Parce que quand on est dans le cadre des arts martiaux, on se bat dans un contexte. L'escrime du XIVe siècle, c'est pas la même que l'escrime du XVIe siècle, et c'est pas la même que la self-défense dans la rue aujourd'hui. En plus des armes, il y a contre quoi je me bats, qui je suis, en quoi je crois, et tout ça peut influencer qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je fais pas. D'accord. Très intéressant, très intéressant. Est-ce que dans votre style, vous étudiez aussi les autres styles? Parce qu'on a vu ici, par exemple, à l'Argonne la semaine dernière, le style celtique, le style arabique, par exemple, dont je viens, qui est très circulaire. Est-ce qu'il y a un rapport entre tous les styles et s'étudie? Alors généralement, le problème c'est qu'on n'a qu'une seule vie et très peu de temps, et donc la plupart des personnes ont tendance à se limiter. Le cadre des AMHE, c'est très large. Moi, dans le cadre des AMHE, j'ai essayé de la gladiature, j'ai essayé du combat romain, j'ai essayé du combat celtique, j'ai essayé de la dague, j'ai essayé de l'épée bouclier, de l'épée à deux mains, je suis allé jusqu'à, j'ai fait de la rapière et je suis allé jusqu'à la baïonnette française, Première Guerre mondiale. Ok, wow. Donc et en passant, j'ai fait également des ateliers de bâton irlandais, puisque tu as mis l'exemple en valeur. Donc il y a vraiment plein de choses, c'est vraiment quelque chose de très vaste. L'épée longue, c'est peut-être juste l'arme la plus populaire dans le cadre des MH aujourd'hui, mais c'est vraiment très large. D'accord. Pour revenir avec les autres cultures, si tu veux jouer au samouraï, c'est pas avec nous. Il va falloir voir le kendo, le kenjutsu, le iaido, le yaijutsu, etc. Ce sont des personnes qui sont plus légitimes à travailler ce genre de choses. Si tu veux te battre comme un chevalier, les chevaliers en Europe, ils peuvent éventuellement utiliser Fiore dei Liberi, donc c'est nous. Si tu veux étudier le manuscrit militaire japonais qui a été écrit après la guerre russo-japon, qui explique comment affronter des sabreurs donc russes avec un katana japonais, ça peut nous intéresser, mais parce que ça présente des techniques étrangères vis-à-vis de techniques européennes, et la rencontre des deux peut nous aider à comprendre mieux ce qui a réellement été fait en Europe. Parce que entre le manuscrit et la réalité, il y a peut-être un monde.
Ok, ok, je vois, très très intéressant. Et Gaëtan, où est-ce qu'on peut vous retrouver à Orléans? Alors nous, on est un club d'escrime à Saint-Jean-de-la-Ruelle. D'accord. Donc le club d'escrime de Saint-Jean-de-la-Ruelle, vous vous retrouverez dans la salle d'escrime. Ok. Notre club, on fait du combat viking, Ok. on fait de la rapière D'accord. et on fait également de l'épée longue. Ok, ok, trop bien, trop bien. Bah écoutez, on est très très content de cette rencontre avec vous et de cette démonstration et on espère vous revoir. Mais avec plaisir, moi je suis là pendant les 4 jours. Ok, ok, bah merci beaucoup Gaëtan. Merci à toi. شكرا للمشاهدين الكرام كما شاهدتوا بهذا الفن الطيب ومخصص بأوروبا وأيضا يتكلم مع كل الفنون عبر العالم وهذا علم طيب وعلم مشهور. Hop, puis on n'attaque jamais directement aux jambes, sinon on se fait toucher là-haut. 5 à 2, victoire de Florian. مشاهدينا الكرام، نحن هنا في قشق على الخط. تعرفون الخط العربي هو المهم والجميل جدا، ويوجد الخط في كل الثقافات وكثير من الثقافات، ونحن نشاهد بهذا الخط هنا في مدينة أورليون في هذا القشق مع دلفين. دلفين أهلا وسهلا. Bonjour Delphine. Bonjour. Ça va bien? Super. Ça va très bien, très bien. Donc tu as un atelier de calligraphie. Oui, un atelier de calligraphie ouvert à tout le monde, à tout le public, du Campo Santo des médiévales joanniques. Ah ok, très très bien. Depuis combien de temps tu fais de la calligraphie? Ah waouh, ça fait 33 ans. Waouh, ok, donc il y a une maîtrise là exceptionnelle. Ok. Quel est l'instrument que tu utilises pour la calligraphie? Alors moi j'aime bien utiliser des plumes en métal comme ça, parce qu'elles ne s'usent pas en fait, donc c'est vraiment pratique. J'ai plein de tailles, j'ai des petites, des moyennes, des grosses, j'en ai des encore plus grosses que ça dans ma boîte. Mais pour le public, j'aime bien utiliser les outils historiques. On va utiliser la plume. Et comment on peut l'appeler aussi? La plume. Le qalam. Ah non, c'est ça. C'est ça le qalam. Oui, c'est ça. Bon là, il a été un petit peu taillé par les enfants qui ont écrit un petit peu brutalement. Mais le qalam, c'est un outil qu'on utilise en calligraphie latine depuis l'Antiquité. Depuis l'Antiquité, waouh. On utilise aussi au Moyen-Âge. Et du coup, on continue d'utiliser là, ici, au médiéval. Ok, très bien. Et la différence entre utiliser la plume et le qalam? Alors, on va avoir une façon d'écrire un tout petit peu différente. La plume va rebondir un peu plus, donc elle va être plus intéressante sur les écritures légères, exactement. Et le qalam, pour l'apprentissage, notamment pour les petits, c'est quand même super bien. D'accord. Parce que même s'ils y vont comme des brutes, ça s'abîme pas. Ça s'abîme pas. Ok, très bien. On va beaucoup utiliser le qalam au Moyen-Âge pour tout ce qui est brouillonnage, pour apprendre, pour l'apprentissage. D'accord. Et les lettres officielles et autres, là on est plus sur la plume. À la plume. D'accord. À la plume. Et si vraiment on a beaucoup d'argent, vraiment beaucoup d'argent, ce qui est très rare, on utilisera des plumes métalliques qui existaient déjà. D'accord. Mais vraiment, il n'y a pas beaucoup de traces. Pas beaucoup de traces. Ok, ça doit être quelque chose avant. C'est très tardif. Ok, une lettre écrite en plume métallique, ça doit être quelque chose d'historiquement très beau. Ouais, c'est très chouette. Bon, je te montrerai tout à l'heure. Ok, s'il te plaît, tu peux me montrer une démonstration? Mais non, Salim, j'écris Salim. Allez, fais-moi Salim, s'il te plaît. Allez, ça marche. Allez. Donc, en alphabet latin, du coup. En alphabet latin, parce que je ne connais pas l'arabe. Et même si j'adore la langue arabe et j'adore l'écriture arabe. Très bien. Et je suis une fan absolue d'Hassan Massoudi. Ah, d'accord. Et je maîtrise pas la langue, donc je ne me permets pas de faire de la calligraphie arabe. Peut-être un jour. J'espère. J'adorerais. Mais vraiment, sincèrement. Mais si on donne des ateliers de langue arabe ici à Orléans, eh bien, tu seras la bienvenue.
C'est vrai? Oui. Ah bah alors, mais avec plaisir. Allez, Salim. Là, je vais mélanger plusieurs écritures historiques, juste pour le plaisir de faire du graphisme. Un petit peu de déco. Il y a un petit reportage en fait. Magnifique, très joli. Ok. Le A, il me semble un peu gothique, un peu. Un petit peu, oui. Ok, petit peu. Salim, magnifique. Voilà. Waouh, j'ai J'ai pas envie fait de de. faute. Non, c'est bon, c'est ça. SALM. Très bien, très bien. كما تشاهدوا هكذا بالخط الرومي سليم. Voilà, j'ai envie de rajouter Salim بالعربية en dessous. Ah Mais, oui, avec plaisir. Je sais pas comment. Faudrait Tiens, vraiment que je je vais te traîne donner un calame. Attention à toi. Ne tombe pas. Alors, tiens. Donc ici, vous voyez, كثير من الناس هنا في هذا المهرجان في مدينة أورليون في وسط فرنسا شاهدوا به. والخط هو فن سهل وصعب في نفس الوقت كما تشاهدون. شكرا. Donc là, je prends un قلم. Calame. Ah, ok. Salim. Tu peux tremper dans l'encre. يعني هذا هكذا مستوى ليس طيب كما هكذا تعرفوا الاختلاف بين واحد لا يعرف يكتب فقط العربية وواحد مخصص في الفن الخط. هذا تعرفوا بالقلم. شكرا جزيلا لكم. Et grand merci Delphine Avec plaisir. pour cette démonstration. Je te remets le ouais. Et où est-ce que tu continues à présenter la calligraphie? Bah là, jusqu'à dimanche aux fêtes joanniques, Oh, ok. sur le Campo Santo. D'accord. Et on Je peut serai au Médiéval de Reims Oh, ok. fin mai. Des fêtes joanniques aussi à Reims. Absolument. Ah, ok. Donc on suit les fêtes Et puis joanniques. après sur les routes, sur les médiévales. Oh, ok. Pour plaisir de se croiser. J'ai pas toutes les dates en tête. Mais, Bah écoute, c'est très très grand plaisir, très très belle rencontre Delphine. Et merci beaucoup à toi. avec plaisir. Merci. مشاهدينا الكرام، نحن هنا في وسط كشك مدينة أورليون على مهرجان طيب وجميل مع ميلان هنا، ويتكلم معنا على ثقافة أهل الشمال أصحاب الفيكينج هناك وخطهم كما تشاهدوا هذا الخط المخصص هنا وكثير من الشيء على هذه الثقافة. Milan, bonjour. Bonjour, Ça va et toi? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la culture viking en général ici et son rapport ici avec la France?
Ok, alors c'est une question très large. Oui. Alors je vais te parler plutôt de nous, ce qu'on a fait ici avec la taverne. Et en gros, ça s'appelle Odin's Caravan, c'est la caravane d'Odin. Et ce qu'on a voulu faire, c'est pas reproduire une taverne comme il y avait à l'époque, parce que ça n'existait pas, les tavernes de ce type-là. Ça a été de reproduire les ambiances qu'on pouvait avoir à l'époque. Et les Vikings ils sont connus pour être des guerriers, un peu dans toute l'Europe, y compris dans le monde arabe. Ça allait assez loin, mais surtout, c'était des commerçants à côté. Et du coup, à travers la taverne qu'on a ici, on va avoir différents éléments d'influence historique. Donc l'idée, c'est pas de reproduire une taverne, c'est de recréer des influences et des ambiances historiques. Et donc, à travers ça, on va avoir différents éléments qui font des références culturelles diverses. Il va y avoir autant des références au monde arabe, on pourrait dire, chrétien, byzantin, musulman, scandinave, païen, etc., etc. Donc quand on vient chez vous, on vient dans une ambiance. Dans des ambiances. Dans des ambiances. C'est ça. Est-ce que tu peux nous montrer quelques gravures et autres que vous avez ici et nous décrire? Alors, déjà, en fait, la structure qu'il y a ici, qui est en bois, c'est les mêmes structures qu'on retrouve sur des monastères byzantins, donc des monastères chrétiens. Donc la forme est chrétienne, c'est une référence qu'il y avait à l'époque. Donc à savoir que les Vikings, c'est un phénomène, c'est pas un peuple qu'il y a entre le 9e et le 11e siècle. Et donc là, toutes les références historiques qu'on a sont sur cette période-là. Donc là, c'est un monastère du 11e siècle, byzantin, cette base-là. Et ensuite, les décors qui sont représentés sur la partie supérieure, c'est à la base des décors iconographiques qu'on retrouve sur des pierres que les Vikings fabriquaient et qui s'appellent les pierres historiées de Gotland, qui représentent du coup des scènes, des grandes scènes. C'est des pierres tombales en l'honneur de, etc. De Gotland. De Gotland, c'est une île en Suède. C'est une île en Suède, exactement. On a retrouvé pas mal de pièces arabiques de l'époque de Khalifal dans cette île. Exactement. Énormément. En fait, même la plupart des trésors vikings étaient composés de pièces arabes. C'était une source d'argent importante, le commerce à l'époque, et de prestige aussi, de par les connaissances techniques. Par exemple, sur l'émail, la couleur des habits, sur après aussi les savoirs, etc. Donc, beaucoup bien. Et je crois même ta bague a une écriture arabe ancienne. Oui, alors la bague, ça, je te la donne. Si tu veux Merci. C'est une reproduction en fait d'une bague qui a été retrouvée dans une tombe viking à Birka. Il y a marqué Inch'Allah dessus. Voilà. Et donc, ils ont plusieurs objets comme ça, que ce soit arabe ou pas arabe. Là, on peut retrouver sur le comptoir, il y a un Bouddha par exemple. Donc ils n'étaient pas forcément, ils prenaient pas ça pour des choses religieuses, mais pour des choses d'échange culturel. Voilà. Magnifique, merci. On trouve très très belle bague ici. Qu'est-ce qui a marqué en runique ici? Là, c'est des noms de vikings. En fait, c'est des noms que des amis à nous d'associations de reconstitution historique viking ont fait refaire. Donc, ils voulaient honorer la taverne. Et donc, ils ont. Trop bien. Donc, on peut dire que la culture viking, celle où tu l'as délimitée dans le temps, elle était vraiment ultra ouverte. C'était des grands navigateurs. Et donc, ça touche aux autres cultures à cette époque-là. Alors, la question d'ouverture culturelle, je pense qu'à l'époque, elle n'a pas du tout le même sens qu'aujourd'hui. Mais c'était effectivement un peuple qui était commerçant, qui était pillard. Donc, eux, ce qui les intéressait, c'était le rapport à l'argent. Et à partir de là, ceux qui ont de l'argent, ils sont ouverts avec eux. Voilà. C'est le voisin serviable, on va dire. C'est ça. Tous les sens du terme. Et si le voisin serviable n'est pas assez bien armé, comme en Europe carolingienne, donc chez les Francs, ils se retrouvent à se faire piller. Notamment, les Vikings arrivaient dans les monastères, je pense que vous connaissez l'histoire. Tuaient les moines, prenaient les trésors qu'il y avait dedans et les cassaient même à la hache pour en faire de petits tas pour que ça prenne moins de place et les transporter chez eux pour les refondre. Oui, c'est vrai. Voilà. La ville de Nantes et la ville de Bordeaux ont pas mal souffert des raids vikings notamment. Il y en a beaucoup de Paris 3 fois notamment aussi. Et Al-Andalus aussi a subi des raids vikings, exactement. Avec grand plaisir Milan. Ça fait Milan. Oui. Ça fait grand plaisir pour ces apports culturels. Ça nous fait très plaisir. Et si je peux rajouter encore une dernière chose peut-être, les Vikings commerçaient essentiellement à l'époque avec le centre de l'Europe qui était aujourd'hui Istanbul. À l'époque, ça s'appelait Constantinople, qui était chrétien, mais qui était empreint de culture musulmane et arabe, et perse, etc., etc. Et un des éléments qui est assez intéressant dans la culture viking, c'est que c'est pas un peuple au sens de nation, c'est vraiment un peuple. Enfin, c'est pas un peuple, c'est un phénomène qui comporte des peuples. Et du coup, le concept de nation n'existe pas à ce moment-là. Ils vont faire vraiment du commerce, des échanges avec ceux qui vont croiser et pas sans réflexion culturelle nationale. À l'époque, ça n'existait pas.
Donc ça, c'est un élément qui est important, c'est qu'il n'y avait pas les Français à l'époque, tu vois. Ça n'existait pas, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose que les Vikings nous montrent bien à travers tout ce qu'ils ont fait comme commerce, encore une fois, comme raid, et sur le rapport d'influence culturelle. Ils vont au maximum là où il y a l'argent, Constantinople, et après dans le monde arabe. De ce que j'ai étudié sur le terme des runiques, des runes, l'utilisation des runes, c'est que pour utiliser des runes, il faut vraiment être dans un endroit très généreux. Vraiment, ça symbolise les arbres, le bois, et on a vraiment ce côté mariage de deux runes, comme on a le sigle de Bluetooth, notamment. On utilise des micros en Bluetooth. Et du coup, donc Bluetooth, c'est une phrase en runique, Bluetooth. Et du coup, est-ce que l'utilisation de cet alphabet les a rendus plus forts? Alors là, c'est compliqué sur ça, je pourrais pas dire si ça les a rendus plus forts ou pas, mais c'est un élément d'écriture, et en fait, les runes, c'est des traits, principalement, parce que c'est gravé dans de la pierre, parce que ça va être dans du bois aussi, ou des éléments comme ça. C'est pas comme les latins qui vont écrire à la plume et qui peuvent faire des arrondis ou des choses comme ça. Donc, tu as une dimension où les runes ne sont pas faites pour être lues comme dans un livre, mais vraiment pour être gravées dans différentes surfaces. Ok, une utilisation assez originale. À creuser un peu plus sur l'utilisation des runes. Ok. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام وشكرا على هذه ثقافة الشمال أوروبا ثقافة ووقت طيب وجميل ولازم أن تعرفوا عليه. نحن هنا مع الثقافة السكوتيش في شمال أوروبا، نتكلم مع شخص سيد مخصص بهذه الثقافة ومعهم في جمعية جميلة جدا وعندها علاقة طيبة مع هذا المهرجان في مدينة أورليون. شكرا. Bonjour monsieur. Bonjour. Hi, how are you? Good, very nice. Oh, nice. Dites-moi, comment vous appelez monsieur? Alors mon nom est Patrick Gilles, Patrick Gilles. mais le nom se prononce en Écosse Gill. Gill. Ok, très intéressant, très bien. La culture écossaise ici à Orléans, ce lien avec l'époque de Jeanne d'Arc. Ben, en fait, c'est une vieille histoire effectivement déjà entre la France et l'Écosse. Hein, c'est un traité d'assistance mutuelle qui est millénaire. C'est la plus vieille alliance au monde. Mais il y a aussi un lien spécifique entre Orléans et l'Écosse, au travers effectivement de la période johannique, où l'Écosse a apporté secours à la France et a apporté secours à Orléans qui était assiégé par les troupes anglaises. Et on considère que à peu près le tiers des soldats qui défendaient la ville à cette époque-là étaient des Écossais. Donc c'est une intervention massive que l'Écosse a fait en faveur de son allié. D'accord. Mais ensuite, ce sont des liens d'amitié qui se sont créés entre les peuples écossais et les peuples, le peuple français. Il faut savoir que les rois de France et les rois d'Écosse, et ça c'est unique dans l'histoire des nations, avaient promulgué ce qu'on appelait des lettres générales de naturalité, qui faisait qu'un Écossais qui venait en France avait la double nationalité et qu'un Français qui allait en Écosse avait la double nationalité. Et je crois que cette loi a été abrogée au début du alors en fait, c'est tombé cette loi voilà, tout simplement parce qu'il y a eu l'union des couronnes entre l'Écosse et l'Angleterre en 1707 et que la nationalité écossaise a été remplacée par la nationalité britannique. Donc c'est plus possible. Par contre, la France n'a jamais dénoncé ces vieilles lois, mais enfin, il nous échappe pas non plus qu'on a changé de régime avec la Révolution. Donc les lois de l'ancien régime ne sont pas forcément d'actualité. Mais pour faire un peu de fiction, si l'Écosse prend son indépendance, cette loi pourrait revenir au bout du jour. Ça pourrait, parce que effectivement, l'Écosse, dans ce cas-là, par l'intermédiaire de son Parlement, pourrait très bien à nouveau réactiver. Hein. Très intéressant. La culture écossaise, je vois que vous êtes habillé en écossais magnifique avec le kilt et tout ça. Le côté clanique, le côté familial est encore très fort. Oui, c'est intéressant parce qu'en Écosse, c'est juxtaposé deux organisations sociales. Une organisation clanique avec des chefs de clan. Alors on reconnaît les clans par le tartan, c'est-à-dire le dessin et la couleur. Chaque clan avait sa couleur et son dessin.
et également l'organisation féodale telle qu'on a pu la connaître en France, avec des ducs, des comtes, etc. D'accord. Et les deux ont très très bien fonctionné pendant des siècles, Ok. Et surtout des territoires. et des territoires. D'accord, d'accord, très intéressant. Je crois que la Sologne a un territoire qui a été historiquement offert donc à l'Écosse. Donc, Ah ben, on peut même être plus large, on peut dire que toute la région centre est une terre d'accueil d'une immigration écossaise à travers les siècles. Bon, au moment de la guerre de 100 ans, par définition, c'est-à-dire que tous les soldats écossais qui sont venus combattre, à l'époque, quand on allait combattre à l'extérieur, on avait un ticket aller, on n'avait pas de ticket retour. Donc ils ont fait souche en France, et donc ils sont restés sur la région centre. Donc on trouve effectivement beaucoup de familles d'origine écossaise sur le Berry, alors bien sûr la Sologne, la Touraine, l'Orléanais, voilà. d'accord, d'accord, très très bien. Qui se sont entre-temps mélangés, bien sûr. Voilà, voilà. Des gens qui ont Et sur Sancerre également. Mais là, c'est sur ce qu'on a appelé la période jacobite, c'est-à-dire fin 17e, 18e siècle, quand les Stuarts ont essayé de récupérer leur trône en Écosse. Il y a eu une immigration, mais là qui s'est faite plutôt sur Sancerre. Voilà, D'accord, d'accord, très 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 intéressant. Ben, merci beaucoup, Monsieur Patrick Gill. voilà, merci. J'ai bien prononcé pour cette histoire et pour vos connaissances historiques superbes de la chose, j'ai envie de dire. Et merci beaucoup à la Old Alliance. Old Alliance. Old. Old, A-U-L-D, étant la forme médiévale du mot old. exactement exactement. merci beaucoup، c'est très très gentil. شكرا جزيلا للمشاهدين الكرام. وكما تشاهدوا في هذا الشعب الشمالي السكوتيش، هناك عندهم علاقة قبيلة طيبة وتمثل على علاقتنا. نحن هنا مع فيليب هو مخصص في الحزامات ويقول لنا على هذا الفن الجميل جدا. Comment tu vas? Très bien, impeccable. C'est un bonheur de venir ici. Ah bah super. Donc l'artisanat breton. Voilà. Donc, Enfin, breton du sud, hein. Breton très avec très le- très du sud. Ok, ok. Parce que je suis né en Afrique du Nord. Ah ouais, tu es né même dans mon Je pays. suis né à Annaba. À Naba. Ok, ok. Donc très touchant. Voilà, mais je suis breton depuis 45 ans. En fait. Ok, ok. Donc on voit. Donc je suis complètement celtisé, tu vois. Celtisé, ok. L'homme du sud que tu as devant toi, il s'est complètement celtisé. Ok, Voilà, très, voilà. très bien. Parce On voit la relation naturelle, facile entre les deux cultures, l'Algérie Oui. et la Bretagne. C'est ça, oui. Donc du coup, et un petit peu de Malte et d'Italie, Voilà, évidemment. oui, oui, oui. Donc, explique-nous comment tu fais ces magnifiques ceintures. Ben, en fait, voilà, donc ça fait 53 ans que je fabrique, que je travaille le cuir, tu vois. Ok. Donc pour moi, c'est quand même une passion, tu vois. Mhm. Et donc, dernièrement, je me suis spécialisé dans la fabrication de ceintures. Mhm. Et les ceintures, je suis assez créatif, Mhm. tu vois, et j'essaye de... Alors, en qualité, c'est le top. Tu vois. Mhm. Je veux l'excellence. D'accord. Donc, je vais en Italie, en France, en Espagne. Je Wow. veux trouver tout ce qui est le plus beau en D'accord. qualité, tu vois. Mhm. Donc, parce que je veux qu'une ceinture, ça dure 25 Ok. ans. tu vois. D'accord, Moi, je veux- ok. Voilà. Mhm. Donc, voilà. Donc, du coup, ben, je me suis mis à fabriquer ça. Et puis, les gens, tu vois, j'ai 70 ans. Et Ok, tu les ne fais gens... pas. Quelle Non, énergie. non, oui, oui. Et puis les gens, tu vois, ils sont tellement chouettes, les gens. Quand tu fabriques quelque chose de tes mains et que les gens, ils sentent que tu as une âme, quoi, que ce que tu fabriques, c'est quelque chose qui a, Qui a voilà, quand même, qui ressemble à quelque chose, quoi. Mhm. Tu te moques pas. Ok, Donc les gens, ils te donnent que de l'amour, ils te donnent que des choses, tu vois, ils te donnent, voilà, Ok, ils te ok, renvoient ils te des renvoient, choses chouettes, quoi, tu vois. Et au niveau des symboles utilisés, parce qu'on remarque que les symboles spécifiques, ça revient plus ou moins, comme Ouais, celui-ci, voilà, par oui. exemple. Bah là, d'autres. oui. Là, on est vraiment dans la Oui. culture celtique. Ah oui, là, l'Algérie est plus loin, là, tu vois. Mais tu vois, donc je me suis passionné par un livre qui s'appelle le Book of Kells. C'est en Irlande. C'est Ok, un livre du wow. Moyen Âge Mhm. où, tu vois, les moines faisaient peigner des enluminures, tu vois. Ok. Et j'ai récupéré ces trucs, tu vois. Tu vois, ces dessins, tu vois, par exemple, ces dessins-là, tu vois. Ok. Voilà.
Et j'ai récupéré de ce livre, tu vois, je me suis fait des outils pour pouvoir les reproduire sur mon travail. D'accord. La Bretagne, tu vois, l'Irlande, bon, C'est les cousins. tu vois, c'est des cousins, quoi. Donc, tu vois, du coup, eh ben, en fait, ça passe bien. Et puis, je vais dans toute la France, dans toute la Belgique, et tout le monde m'achète mes ceintures. Certains savent pas. Certains trouvent que c'est beau. Voilà. C'est ce que je fais. Je fais des fleurs, voilà. Tu vois, regarde, les gens sont gentils, voilà. Ben, moi, j'ai eu une chance énorme, tu vois. C'est que, voilà, j'ai toujours été nourri de plein d'amour. Donc, du coup, ben, tu vois, j'arrive à faire quelque chose qui plaît aux gens et j'arrive pas. Et la retraite, tu vois, j'en veux pas. Donc, tous les jeunes que vous êtes, tu vois, je vous souhaite à tous, tu vois, de jamais vous résigner, tu vois. Bah, Voilà, faut tu vois, toujours, et de toujours être tout le motivé. temps vouloir l'impossible. Ah, ok. Et ok, être ok. heureux. Dans le travail, il faut faire ce qu'on veut. tu Ah, vois. ok, ok, et c'est ok. là et c'est quand on fait ce qu'on veut, et bien qu'on devient bon. Voilà, Exactement. tout simplement et facilement, puisque on se force pas. On lâche pas. On lâche pas. Voilà. En arabe, on parle. Il y a un mot qui symboliserait ça, c'est le hamas. Le hamas, c'est quelqu'un qui ne lâche pas. Ah ouais. Voilà. Ouais. Du coup, Ouais. voilà, donc, Ouais. Donc, il transmet la chose. Je sais d'actualité aussi, quand même. Grand plaisir pour ça. Voilà, Ça me fait Salim, très, très Salim, plaisir. merci, voilà. Et puis je et te on- souhaite, je te souhaite plein de bonnes choses ici, voilà. Et puis une bonne réussite professionnelle aussi, voilà. Et puis voilà, de belles rencontres aussi. Voilà. C'est très gentil. شكرا مشاهدينا الكرام كما تشاهدوا هذا الشخص الطيب مولود في مدينة عنابة وعاش في بريطانيا وعمل هذا الفن جميل وطيب وننشر لكم هذا الشيء. نحن هنا مع ليام ونتكلم على هذا العلم الجميل وهذا تعرف به العرب يعرف به وكل العالم يعرف به. Liam, comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, très content. Merci de nous accueillir dans ton stand. Ah, avec plaisir. Et explique-nous un peu cette science, la science des épices. Bah alors, moi Ta passion des épices. C'est ça, c'est un métier de passionné. Moi je travaille avec des épices que je vais chercher en Inde du coup chaque année. Ok, waouh. On en parlait. On a tout notre réseau de producteurs, tout ça en Inde pour toutes les épices de base. Tout ce qui va être curcuma, gingembre, piment, tu vois, toutes ces choses-là. Et à partir de ça, nous on a un petit atelier où on est en Bretagne, on est dans l'ouest de la France, où on va recréer des mélanges traditionnels existants et aussi créer nos propres mélanges. Les mélanges traditionnels, ça va être tout ce qui va être ras el hanout, tout ce qui va être pour les mélanges kefta, les biryani indiens, le za'atar par exemple libanais. Donc on va essayer de cibler toutes les différentes cuisines du monde et recréer des mélanges qui existent déjà depuis des siècles et des siècles, mais aussi créer nos propres mélanges à nous. Ça va être des mélanges pour les viandes, des mélanges pour les légumes, pour le poisson, des trucs un petit peu plus communs, génériques pour que ça parle à tout le monde. En fait. D'accord, donc en gros c'est une marque en fait que tu as fait. Ouais, c'est ça. Exactement. Ok, si on peut voir, donc une marque comme ça au comptoir des Indes. Ouais, tout à fait. D'accord, ok. On fournit, Avec on a à un chaque site fois- internet, on a tout ce qu'il faut aussi. Ok. Et on va mettre le lien bien sûr pour les spectateurs. C'est sympa. Ok, super. Une épice particulière que tu aimes bien? Ouais, tout à fait. Moi, je travaille beaucoup, forcément spécialisé en épices indiennes, je travaille beaucoup tout ce qui est curry. Ok. Là, un curry, c'est bien parce que faut savoir, un curry, c'est un mélange d'épices en fait. C'est pas forcément une épice particulière. Et tu vas avoir des centaines et des centaines de currys en fait à travers le monde. Si tu veux, en fonction des différents pays, tu vas en avoir des différents en Thaïlande, différents en Inde, différents au Sri Lanka, différents au Japon, avec des associations d'épices et des goûts qui vont être pareils, complètement différents. Et c'est ça que je trouve cool, c'est-à-dire que c'est le même nom que tu vas donner dans 50 pays dans le monde, mais ça, ils parleront jamais exactement de la même chose. Ok, impressionnant. Et oui, on a toujours besoin pour tous ces mélanges et pour donner un peu cette saveur au plat, évidemment. Mais même au Maghreb d'ailleurs, leur zalkanout, le mélange, exactement le tête de l'épicier, je crois qu'ils disent en français. C'est ça. Le mélange traditionnel pour le couscous, tagine, tout ça. Et ben, quand tu vas dans le reste du monde, ils l'appellent le curry maghrébin ou le curry marocain. Ah ok, parce qu'il est vraiment de chez nous. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Ah bah, très bien. Et est-ce qu'il y a des bienfaits, on a des bienfaits médicaux? Médicaux, médicinal, ouais. Médicinal. La majorité des mélanges d'épices et de toutes les épices mélangées sont faits avec du curcuma. Le curcuma, ça a pas mal de propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Surtout anti-inflammatoires. Tu as pas mal d'études qui ont été menées là-dessus, qui montrent qu'associé avec du poivre et du gingembre, par exemple, pour que le corps assimile mieux ça,
ça permet de vraiment d'avoir tout un tas d'effets et anti-inflammatoires et pour la circulation sanguine. Ok. Donc ouais, en fait c'est des plantes. Anti-inflammatoire naturel. Exactement, c'est des plantes en fait qui vont être réduits, séchés, puis réduits en poudre après derrière. Ok, trop Donc, que des produits naturels. Ok, c'est génial, c'est magnifique. Et toi, tu es installé en Bretagne. Ouais, tout à fait. On constate un lien très fort entre la Bretagne et l'Algérie. Donc, on était tout à l'heure avec un Marocaini des ceintures qui était né en Algérie, qui a vécu toute sa vie en Bretagne. Est-ce qu'en Bretagne, tu ressens quelque chose, un peu comme en Algérie, cette fraternité, ce lien entre les gens fort? Ouais, tout à fait. Il y a un fort attachement communautaire. Ça, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup et chez les Algériens et chez les Maghrébins en général, et chez certains peuples en France, certains plus que d'autres, les Alsaciens par exemple ou les Bretons. Les Bretons, tu peux pas te balader dans un festival ou dans un endroit dans le monde sans voir un drapeau breton qui se balade, tu vois. Donc, c'est ça. Ouais, ça me fait souvent penser à ça aussi. Et ouais, il y a un fort attachement communautaire. C'est des gens qui sont très ouverts. Et moi, mes parents ont vécu en région parisienne pendant des années, et à partir du moment où je suis né, ils ont décidé d'aller s'installer en province. Et donc j'ai fait l'intégralité de ma vie en Bretagne. Je suis breton, on peut dire ça comme ça, tu vois. Je vis comme un breton, et franchement, c'est un peuple qui est assez génial. Ok, super. Donc peut-être un reportage هناك في المستقبل إن شاء الله معا. Merci beaucoup. شكرا جزيلا Liam. Avec plaisir, merci à toi. Du coup, voilà. Et vraiment, ça nous fait plaisir, et ton stand est magnifique, et merci, on te souhaite plein de choses. C'est gentil. شكرا جزيلا لك. Merci beaucoup. كمان هذا المهرجان الطيب هنا بمدينة أورليون، وتشاهدوا بكثير من الممثلين يتكلمون على الفن هنا، وهكذا تشاهدوا بعلاقات بين الشعب في شمال أوروبا، في وسط أوروبا، ونحن العرب، وقت الأندلس، وقت المغرب العربي كله، وعلاقته مع الشعب السلتي والشعب الجرمني أيضا هنا. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.